Comme on va en prison, je sortirai en tant que prisonnier politique. En tant que prisonnier politique. Le monsieur me dit, ce n'est pas encore le moment de parler d'avocat, de les suivre. Et le moment viendra, si je prends des avocats, je les prendrai. S'il vous plaît, tapotez et partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez au maximum. Le live est attaqué. Donc, il avait déjà... Mais quand je suis revenu, il m'a reposé une dernière question. Il me dit, est-ce que je fume la marijuana, le cannabis? J'ai dit oui, en tant qu'artiste, de temps en temps, il m'arrive de le faire. Pour faire la blague, je dis comme Connie Gangsta. Mais ça fait près d'1 mois que j'ai arrêté. Et il a ajouté cela à mon PV. Il m'a dit voilà, on m'attend dehors. Je me suis levé et je suis sorti. Il y avait 2 soldats qui m'attendaient, armés. Ils m'ont fait descendre et là, ils m'ont mis les menottes par derrière. Ils ont serré très fort les menottes. Jusque là, je garde encore les stigmates et je ne sens pas les 3 doigts là. Parce que les nerfs ont été compressés. J'avais du mal à marcher, le pied était enflé. Ils m'ont fait descendre. Il y avait une voiture de 15 places qui nous attendait. Ils m'ont mis une cagoule. Ils m'ont fait rentrer dans la voiture, mais ils m'ont mis à l'arrière, là où on dépose les bagages. Ils m'ont fait coucher là-bas comme un sac. Ils ont fermé et on a pris une destination inconnue. Quelque temps après, nous sommes arrivés dans un endroit. On m'a fait descendre de la voiture. Ils m'ont fait monter à l'étage. Je le sais parce que j'ai gravi les escaliers. J'ai même failli tomber. Ils m'ont fait rentrer dans une salle où ils m'ont fait asseoir. Et là, ils m'ont enlevé la cagoule. La salle était climatisée. J'étais assis sur une chaise. À côté, il y avait un seau d'eau avec de l'eau à l'intérieur. Et dans l'angle gauche, il y avait une photo imposante du président du conseil qui trônait. Quelque temps après, les 2 gardes étaient là, ils étaient armés. J'ai vu entrer un monsieur. Je l'ai reconnu net parce qu'il avait l'habitude d'être toujours derrière le président quand le président voyageait. Donc j'ai dit que c'est son aide de camp. Mais après investigation, j'ai vu qu'aujourd'hui, il est le chef corps de la sécurité présidentielle. Le chef corps de la garde présidentielle. Le colonel Aoui. C'est lui qui est venu à visage découvert. Il ne s'est pas caché. Il m'a posé une question. Monsieur, ça va? J'ai dit la vie est belle. Il me dit ok. Vous voulez boire quelque chose? De l'eau? Un cocktail? J'ai dit de l'eau. Il dit ok. Il dit au soldat qui était là en civil qu'après donnez-lui de l'eau. Faites venir le coiffeur. Moins de 2 minutes, le coiffeur est venu. Il a enlevé son matériel. Il dit, rasez-lui la tête et la barbe. Sans mon autorisation. Dans mon entendement, il voulait me raser la tête et la barbe. Peut-être parce qu'il voulait me rendre présentable pour aller me présenter au président du conseil. Je suis resté zen. Ils ont commencé à me raser mes cheveux. Pendant ce temps, ils me prenaient en photo. Ils ont commencé à raser la barbe. J'ai dit qu'ils me laissent la moustache. Parce que quand on me rase la moustache, parfois ça donne l'impression que j'ai une grosse bouche. Il dit rasez tout. Ils ont rasé. Il a pris les photos. Et il dit avant de sortir que jusqu'à ce que ta barbe ne repousse, j'espère que les bonnes paroles sortiront de ta bouche. Et il est sorti. Il est sorti. Ils sont revenus me remettre la cagoule. Ils m'ont fait descendre. Ils m'ont fait monter à l'arrière de la voiture. Et là, je tique. Je dis, ah. Ils m'ont pris du S-Creek. Ils m'ont amené
dans cette villa, juste pour me prendre mes cheveux et ma barbe. En pays kabyle ou dans la tradition africaine, cela a une grande signification. Qu'on prend les cheveux et la barbe d'une personne. Et voir que c'est l'aide de camp ou le chef corps de la garde présidentielle qui est lui-même venu personnellement me faire raser les cheveux et la barbe et prendre des photos, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai pensé à la parole de la veille, si jamais tu t'en sors. J'ai pensé à ceux qui ont dit, il faut qu'ils m'emmènent dans un asile parce qu'il fallait qu'on me fasse passer pour un fou. Je savais automatiquement que c'est à Zébé, ils étaient en train de me mener. Mais si on devait m'amener à Zébé, dans l'asile des fous, normalement c'est là-bas qu'on devait me coiffer. C'est à Zébé, on devait me coiffer après avoir remarqué mon état. Donc j'estime, et c'est pourquoi j'ai nommé le colonel. Ah oui, j'en ai parlé à mes avocats qui se sont constitués et nous allons porter plainte, nous allons les poursuivre. Nous allons les poursuivre. Ils vont me rendre mes cheveux et ma barbe parce que cela a une connotation spirituelle. C'est pourquoi à l'entame de mon live, je vous ai dit que je suis vivant devant vous aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est un mort vivant qui parle ou c'est un vivant. Parce que je ne sais pas si mes cheveux, ils sont partis les mettre avec ma barbe dans un cercueil, dans un tombeau, sous un fétiche. Je ne saurais le dire. À des fins de rituel, je ne saurais le dire. Mais, ce qui est sûr, ils m'ont pris du S-Cric pour m'envoyer à cet endroit cagoulé où monsieur le colonel Aoui s'est présenté pour ordonner qu'on me rase les cheveux et la barbe. À quel fin? Ils auront à répondre de cela et me rendre cela. Là où ils m'ont enterré, ils vont aller me déterrer. Là où ils m'ont enterré, ils vont aller me déterrer. Si c'est sous un fétiche, ils ont déposé ça en pays kabyle, ils vont aller régler ça. Mes tantes sont déjà en train aussi de se constituer pour réclamer cela. Parce que bon, visiblement, je ne peux pas compter sur mes oncles. Mais au moins je peux compter sur mes tantes. Et elles vont réclamer cela. Donc qu'ils soient prévenus par avance. On a quitté l'endroit, ils m'ont repositionné encore en position de sac de couchage, de marchandises à l'arrière d'un bus de 15 places. Et à mi-parcours, arrivé à la hauteur de la zone portuaire, je le sais parce que quand on m'a remonté la cagoule, j'ai vu un peu. C'est en ce temps que le soldat a monté la cagoule pour me donner de l'eau. Cette eau que le colonel Aoui a dit après donner lui de l'eau. C'est en ce moment qu'ils m'ont fait boire l'eau. Il a refermé la cagoule. Je me plaignais des menottes qui étaient trop serrées. Il m'a dit non, qu'ils n'ont pas les clés et que nous ne sommes pas loin d'arriver. Je suis resté ainsi jusqu'à ce que nous n'arrivions à Zébé. Arrivé là, ils ont retrouvé les clés. Ils m'ont enlevé les menottes, ils ont enlevé la cagoule, ils m'ont fait asseoir sur un siège normalement et ils sont rentrés à l'intérieur de Zébé. Nous sommes descendus et ils m'ont fait rentrer dans la salle d'attente pour voir le médecin. Quelque temps après, on nous a annoncé et je suis rentré. J'ai vu le médecin qui était là et les deux gardes qui m'ont amené étaient à mes côtés, toujours armés. Mais arrivé là-bas, ils ont levé les chargeurs de leur arme et tout, ils ont déposé. Et le professeur nous demande: que puis-je faire pour vous? Et un des gardes lui demande s'il n'a pas reçu l'appel du colonel. Il dit oui, mais il veut m'entendre. Et l'un des gardes dit il va sortir pour faire un appel. Il sort et l'autre reste. Et je me mets à narrer l'histoire.
Je me mets à dire oui, j'étais en train de défendre même les militaires, les médecins, les enseignants que j'exigeais avec la fortune et les ressources du pays, qu'on triple le salaire, qu'on double, qu'on triple le salaire des médecins, qu'on double, qu'on triple le salaire des militaires, qu'on double, qu'on triple le salaire des enseignants, que c'est bien possible. Qu'on arrête les personnes qui détournent les ressources du pays. Et le militaire qui était à ma droite était gêné, il s'est levé pour sortir. Parce que quelque part, il savait que je les défendais. Il est sorti. J'ai parlé avec le professeur, je lui ai narré tout ce que j'ai eu à lui raconter. Et après, il me dit de sortir, l'attendre dehors. Il était avec deux de ses assistants. Je sors attendre. Au bout de 5 minutes, il me fait revenir. Et il me dit, voilà, j'ai parlé. Il m'a bel et bien entendu. Il y a de la cohérence dans ce que je dis. Je suis lucide, j'ai tout dit de A à Z de façon impeccable. J'ai soutenu un argumentaire. C'est propre. Sauf que, il m'a posé certaines questions. Est-ce que je dors? Est-ce que je fume le cannabis? Est-ce que je me retrouve souvent dans une situation d'angoisse et tout? Est-ce que je suis souvent triste? Est-ce que j'ai des idées suicidaires? J'ai répondu à toutes ces questions. Est-ce que je fume du cannabis? Oui, mais ça fait un moment que j'ai arrêté. Est-ce que j'ai des idées suicidaires? Je dis jamais, j'ai pensé à me suicider parce que mes principes spirituels ne me demandent pas de le faire. Il dit, mais pourquoi je dis que je suis déjà mort et tout? Je dis, oui, c'est vrai que ce que je faisais, je ne pouvais pas être dans mon état pour le faire. Donc je savais que si on me prenait, je risquais le pire. Mais j'étais prêt à cela parce que je voulais que le pays change. Il dit, mais est-ce que je dors? Je dis, non, mais ces derniers temps, je ne dors pas parce que je fais des heures de live. Je fais des heures de live et je discute avec les gens. Donc ça fait que je prends des boissons énergisantes pour ne pas dormir. Il dit, voilà. Donc tout ce mélange-là montre qu'il y a quelque part un trouble. Et en psychiatrie, nous sommes dans une situation qu'on peut qualifier de suicide, dans une phase de suicide équivalent. C'est-à-dire que j'ai envie de mettre fin à mes jours, mais je n'ai pas le courage. Mais je me mets en danger pour que l'individu en face de moi puisse en finir avec moi. Et je dis non, mais docteur, vous savez très bien que je ne suis pas fou. Et il me dit, entre nous, que je ne peux pas être au Togo, connaître le pays dans lequel nous sommes, faire ce que j'ai fait là et dire que je suis normal. Que quelque part, il faut avoir un câble pété avant de le faire. Nous en avions souri. Et il m'a dit de me rassurer. Il ne me traite pas de fou. Comme il a bien dit, en psychiatrie, il y a des termes techniques. Je ne peux pas comprendre. Mais ils vont m'aider à m'apaiser et tout. Ils vont me garder pour que je puisse être apaisé. De me rassurer, il fera son travail de façon professionnelle. Ça, il me le garantit. Qui n'est pas là pour suivre les consignes de quoi que ce soit, lui fera son travail. Et je lui ai dit non, professeur. Non, docteur. Je ne savais pas qu'il était professeur en ce temps. Bien avant que je ne vienne ici, il y avait déjà des officiers du village de mon père qui avaient déjà planifié de me faire interner dans un asile psychiatrique. Et ce matin même, avant de venir, c'est un groupe parmi eux qui est venu dire que le petit frère ne raisonne pas bien et qu'il faut qu'on l'aide à guérir. Et je me retrouve devant chez vous. Donc ce que vous faites, ce n'est que la suite logique de ce qui avait déjà été décidé. Il dit non, que lui, après m'avoir écouté, s'il avait estimé qu'il n'y a pas lieu de me garder, lui, rien ne l'oblige à me garder, il va me dire non, on va aller m'amener dans un autre centre, lui n'allait pas le faire. Mais c'est parce qu'il a estimé que je dois être interné qu'il le fait. Il dit, mais vous savez très bien que je ne suis pas fou. Il dit, il n'a pas utilisé le terme de folie. Mais ils vont m'aider à m'apaiser. Il dit aux soldats qui m'ont accompagné, d'accord, on va le garder, mais dites au colonel qu'il faudrait au moins envoyer 2 gardes pour qu'il puisse monter la garde devant sa chambre. Ils avaient déjà donné les consignes pour qu'on puisse arranger la chambre où je devais être. Ils m'ont déplacé, ils m'ont emmené vers là. Ils m'ont fait des prises de sang. Ils ont commencé à me faire leur traitement.
à me faire des injections, à me donner des comprimés et à me mettre du sérum. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on m'a injecté. Je ne vais pas aussi être une mauvaise langue pour dire que j'ai été empoisonné ou quoi que ce soit. Ce que je sais, j'ai reçu des injections. Je ne sais pas c'est quoi ces injections. Est-ce qu'aujourd'hui, je me sens à 100% de ma forme? Je ne peux pas le dire. Je ne suis pas à 100%. Et quand je reste, mes nuits ne sont pas aussi calmes qu'elles ne l'étaient avant que je ne sois interné dans une asile de fous. Et physiquement, je n'ai plus mon énergie que j'avais avant de pouvoir être interné. Je le sais parce que j'ai essayé de répondre mes exercices physiques, mais je n'ai plus la force que j'avais. Je le sais. Donc, ils ont commencé les traitements, les injections, les sérums, les comprimés. Et là où j'étais pas autorisé à avoir de la visite. Ça a commencé le matin, le soir, ça a suivi. Et le professeur a dit normalement pour garder quelqu'un, il faut amener une certaine somme. Pour qu'on puisse voir les besoins de la personne sans manger, tout. Ils ont dit ils vont envoyer la somme pour qu'on puisse commencer. Ils ont trouvé les moyens de pouvoir me faire interner. Et ils étaient en mesure même de financer pour que je sois interné là. Dans tout ce que je vous dis jusque-là, mes parents n'étaient pas au courant que j'ai des problèmes et qu'on va m'interner. Non. Mes parents n'étaient même pas encore au courant que j'étais interné là-bas. C'était le mardi. Mon papa m'a cherché. Il est allé au West Creek. Ils lui ont dit que quand on m'a emmené la veille pour m'interroger, je déraisonnais, je ne raisonnais pas bien. Donc on m'a envoyé pour voir un psy. Il a été au niveau de l'ANR. Ils disent non, qu'ils n'ont pas eu de maîtresse ici, que c'est forcément au West Creek. Et finalement le mercredi, qu'on lui a dit que j'étais allé à ZB. Et qu'on me faisait des traitements pour m'aider à retrouver mes esprits. Mon papa, ma maman n'avait pas le courage de venir. Elle était carrément dépitée. En ce temps, j'ignorais même que ma maman avait déjà commencé à faire des vidéos. J'ignorais que ma fille avait déjà à faire des vidéos. J'ignorais tout ce qui se passait à l'extérieur. Je n'avais aucune idée. Ils ont restreint la visibilité du live. Le live est très signalé. On dit on va le couper bientôt. Mais je crois que je vous ai déjà dit le maximum de ce qu'il y a. Arrêtez vos emojis et des commentaires qui ne sont pas encourageants. Bien avant qu'on me prenne, quand je savais qu'on me prendrait, il y avait une personne avec laquelle j'étais en communication étroite. C'était Zagabombo. Il me disait que je courais des risques. J'ai dit oui, je suis prêt à les prendre. Il dit de sortir du pays avant de parler. J'ai dit non. Je veux rester là pour le faire. Je le fais pour le Togo. Il m'a dit, frérot, si jamais on t'arrête, je te promets que je vais mobiliser le monde entier pour toi. Je ne vais pas te lâcher parce que ce que tu es en train de faire, franchement, j'avais entre-temps décidé d'abandonner carrément la lutte. Mais c'est voir la fougue que tu as, l'énergie que tu mets, ça me motive à pouvoir continuer. Donc si jamais on t'arrête, je te promets que je ne vais pas t'abandonner. Et même si tu es condamné comme les autres, sache que ta famille, je ferai tout pour qu'elle soit à l'abri, pour qu'elle soit protégée. J'ignorais qu'il allait joindre l'acte à la parole. Il y a un fait important que je veux vous rappeler. Pendant qu'on avait commencé, que moi j'avais commencé à faire mes interventions avec
verve déjà en décembre 2024, janvier 2025, Vagabambo était actif dans le train de la liberté. Et il m'appelait, il me faisait du chatting pour que je puisse rejoindre le train. Moi, je dis non, ce que je fais, je le fais en mon nom personnel. Je ne suis membre d'aucun mouvement. Je ne suis membre d'aucun parti politique. J'agis en mon nom personnel. Je veux agir sous ma propre gouverne. Si je suis interpellé, je veux répondre moi seul. Je ne veux pas qu'on dise que c'est quelqu'un qui me manipule de l'extérieur, que c'est quelqu'un qui m'envoie. Et puis, entre-temps, il me dit, ah, il y a le grand frère Marc Nda qui voit ce que tu fais, il voit que tu es un peu vrai et que tu es en train d'agir dans la bonne marche de la lutte. Il aimerait te soutenir. Il a demandé que je puisse t'envoyer 1000 €. J'ai dit à Zaga, mais dis-lui merci, mais je ne vais pas rentrer en contact avec lui, je ne vais pas monter dans ses lives. Parce qu'en ce temps, la peur que moi j'avais, c'est que quand il faisait les sorties, il disait qu'avec ce qui va se passer, les gens vont mourir. Et j'ai dit non, moi je ne peux pas être sur le territoire et puis tenir ce genre de propos, parce que demain on dirait que je suis en train d'emmener les gens à l'abattoir, et moi je ne veux pas ça. Donc je ne peux pas rentrer dans ses lives, mais qu'ils lui disent merci. Je le remercie pour son soutien, parce que ça tombait dans une période même où j'étais vraiment sous le rouleau. Mais au-delà de ça, je ne serai jamais membre du train de la liberté. Il m'a dit, oh non, c'est pas pour te corrompre, non, c'est juste pour t'encourager. Et c'est au nom de ce geste que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je témoigne du respect à M. Marc Nda. Parce qu'en retour, il n'a jamais rien exigé de moi. Il ne m'a jamais manqué de respect. Et les éléments du train de la liberté, quand ils ont eu les opportunités, les occasions, ils sont venus dans mes lives, ils m'ont donné de la force, ils m'ont encouragé. Et à ma sortie, j'ai pu voir qu'il n'était pas resté en reste. Il faisait partie de tout ce monde qui ont mobilisé les énergies pour exiger que je sois libéré. Donc encore une fois, j'aimerais passer par ce canal pour dire merci à Marc Nda et merci au train de la liberté pour leur soutien et pour avoir participé à ma libération. Je sais que si j'étais tombé, les armes à la main, sur le champ de bataille, il faisait partie des personnes qui chériraient ma mémoire, que l'univers s'incline en leur faveur. Voilà. Donc, j'ignorais en ce temps qu'il y avait déjà cela que Vagabambo avait activé, qu'il y avait déjà des gens qui étaient en train de se battre pour moi. Et le mercredi 28, j'étais allé pour prendre ma douche avec mon pied qui me faisait mal quand la secrétaire a fait rentrer mon papa et ma femme dans la salle où j'étais. Mon papa m'a vu avec les cheveux rasés, ma femme m'a vu, elle était un peu surprise. Et mon papa me dit que il y a des gens qui sont venus le voir, ils lui ont dit voilà, que normalement, il m'a cherché partout, il ne m'a pas trouvé. C'est aujourd'hui on lui a dit que j'étais ici, il est venu. Qu'on lui a dit que je déraisonnais. J'ai dit je ne déraisonne nulle part. Je ne déraisonne nulle part. J'avais déjà du mal à parler parce que à cause des injections, il y avait une forte incohérence entre mes pensées et ma locution. La langue était lourde, je n'arrivais plus à tourner la langue. Et j'ai dit non, ils ont commencé à m'injecter. Je veux qu'ils puissent informer ma maman pour qu'elle informe mon frère qu'on en parle à Zaga, qu'on me fait des injections. Comme ça ils vont stopper parce que je ne sais pas ce qu'on est en train de m'injecter. Il faut que l'information sorte au maximum. Qu'on est en train de m'injecter. Mon papa dit non, bon. J'ai dit, je veux comprendre un avocat. Parce que ma détention a été arbitraire. Ils m'ont torturé alors que ce n'est pas normal. Je veux comprendre un avocat. Mon papa m'a dit non. Qu'on lui a dit que normalement, en m'emmenant ici, c'est pour me protéger. Parce qu'avec les infractions que j'ai eu à commettre, je devais risquer 15 ans de prison. Donc ici, c'est le moindre mal. Donc, il voulait me faire garder là-bas un bon moment, ça disant qu'on veut m'éviter 15 ans de prison. J'ai dit à papa, non, moi je veux comprendre un avocat, parce que mes droits ont été violés. Papa m'a dit, ok, donc il va en parler à la maman. Parce que lui ne veut pas se mêler de cette histoire-là. Je sais qu'il est corps habillé. J'ai dit, il n'y a pas de souci, mais il a qu'à en parler à la maman. Pendant qu'on parlait, les infirmiers sont rentrés. Ils ont commencé à faire le reproche à la secrétaire. Pourquoi elle m'a fait amener. Comme mon papa est venu faire annoncer comme colonel Tchala,
C'est en ce moment que je me suis rendu compte que le médecin qui me traitait était aussi de la médecine militaire. C'était un lieutenant-colonel de la médecine militaire. Donc comme là sa secrétaire, Anthony-colonel Tchala, pour lui c'est le même corps. Donc elle a fait venir mon papa. Donc elle a fait partie de mon papa et ma maman. Dit non, on n'est qu'à sortir. On ne doit pas avoir droit aux visites. Ils sont sortis. Ils disent, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Mais dès qu'ils auront l'autorisation, ils vont venir. On dit avant qu'ils ne viennent, il faut que le procureur l'autorise d'abord. Et ils sont partis. Mais ça dans ce moment que au moins les informations vont sortir. Et que Zaga, mon frère et tout, vont faire informer les gens que c'est comme ça, ils sont en train de m'injecter et tout. Donc, j'ai pas compris. Les sérums ont changé. Les produits que je prenais ont changé. Et en ce temps, on m'informe qu'il y a des gens qui sont en train d'afficher l'hôpital psychiatrique de Zébé. Qu'on a affiché la photo du directeur de Zébé. Je profite par cette occasion pour vous dire que la photo qui a été affichée, la photo du directeur de Zébé qui a été affichée, soit disant c'est lui qui m'a fait interner, qui me faisait une injection. Le monsieur était innocent. Il n'était même pas présent, il était en congé. Il est le directeur du centre psychiatrique de Zébé, mais n'est pas le médecin du centre. Le médecin, c'est un professeur et c'est un lieutenant-colonel. Donc le directeur de Zébé n'avait aucun rapport avec ce qui s'est passé. Mais le médecin, c'est lui qui m'a reçu, c'est lui qui m'a interné. Donc ce n'est pas sa photo qui a été affichée. Donc je vous demanderai d'être un peu plus clément envers le directeur. Et si possible de supprimer ces photos si ces photos sont encore sur les réseaux. Parce que lui, il n'en était pour rien. Il était même en congé. Mais le nom qu'on a mis correspondait. C'est ce qu'on m'a dit après. Qu'on a mis le nom du colonel, mais avec la photo du médecin. Donc quand les choses commençaient à venir comme ça, les traitements ont stoppé, net. Tout a changé. Tout a changé. Et du moment où les traitements se sont arrêtés, le jeudi, vendredi, à ma sortie, je vais le dire en toute honnêteté, et je peux dire en partie c'est à cause des pressions, mais j'ai découvert un personnel formidable. Le personnel de l'hôpital psychiatrique de Zébé a été professionnel et très aimable avec moi. Dans les échanges, d'autres ont eu à découvrir mes vidéos et ont su que ce que je faisais, c'était pour la cause collective. Ils étaient de tout cœur avec moi. Ils me traitaient bien. Quand bien même, durant tout le séjour que j'ai eu à faire là-bas, je n'avais pas le droit de sortir dans la cour comme les autres qui pouvaient le faire. Quand bien même, je n'avais pas le droit de parler à mes parents quand je le voulais, sans autorisation préalable du professeur et de certaines personnes. Tout le personnel s'est bien comporté avec moi. C'est ici l'occasion pour moi de remercier Zagabombo, de remercier Jémi, la reine. Roméo Mokonzi, de remercier Kodjo Vitogen, de remercier Hodako, de remercier Togbevi PC, de remercier Raoul Leblanc, toutes ces personnes, ces artistes, ces community managers, ces professionnels des médias qui se sont mobilisés pour dénoncer ma détention, pour crier justice, pour exiger
C'était ce que j'avais voulu faire dans un premier temps. Garder le silence et observer tout. Mais en étant là-bas, je me suis rendu compte qu'il y a eu des gens qui ont fait un travail formidable. L'occasion encore ici de m'incliner en toute humilité devant Ferdinand Haïté. Ferdinand Haïté. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Peu importe ce que les gens peuvent dire de toutes ces personnes-là. Pour ce qu'elles ont eu à faire pour ma famille et pour moi-même. Moi, je leur rends une reconnaissance éternelle. Une reconnaissance éternelle. La liberté dont je joue aujourd'hui, qui ne me satisfait pas totalement parce que j'avais pensé pouvoir aussi obtenir la liberté de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Si j'arrive à profiter de cette liberté, c'est en partie grâce à eux et à tout ce qu'ils ont eu à faire. Dites à Vincent Jack que Harmon est enfin dehors et qu'il lui tire chapeau, qu'il lui dit merci. Corolé, la brave Tania, j'ai vu tout ce qu'elles ont eu à faire. C'est que s'il doit citer les noms, je dis jusqu'à demain matin, on n'aura pas fini. Le général Makoso, j'ai été très surpris. Les évangélistes, les révérends pasteurs, le pasteur Antonio Cephas, lui qui particulièrement savait avant que d'autres ne sachent. Les lois de nos destins sur terre, Dieu les écrit. Et si ces lois sont le mystère, nous sommes l'esprit. Je suis celui que rien n'arrête. Je suis celui qui va, celui dont l'âme est toujours prête à Jéhovah. Donc j'aimerais pouvoir mettre mon énergie et me positionner comme faisant partie des défenseurs farouches des droits universels de l'homme. M'opposer à la torture, parce que c'est un acte, c'était une action, un acte imprescriptible. Et sachant que le 6, il y a eu des gens qui sont sortis pour réclamer ma libération et réclamer beaucoup d'autres choses. Et que ces personnes ont été torturées, je ne peux que, moi, me dresser comme un rempart, exiger que justice soit faite en mon nom et au nom de ces personnes-là, pour que plus jamais, sur notre territoire togolais, des personnes puissent se permettre, parce qu'elles sont dépositaires du pouvoir public, du pouvoir de l'État, de torturer des citoyens quand ceux-ci veulent s'exprimer. Peu importe ce qu'on peut reprocher aux gens, la loi existe. Et la loi a tous les mécanismes pour sanctionner ceux qui sont déviants. Mais nulle part dans le code pénal togolais, on a demandé qu'on torture les gens. Nulle part dans le code pénal togolais, on a demandé qu'on torture les gens. Alors on ne peut jamais, au grand jamais, accepter que les gens soient torturés, que les droits humains soient bafoués. Nous allons veiller à ce que toutes les personnes qui sont impliquées dans les cas de torture, dans les cas de violation des droits humains, puissent répondre de leurs actes devant la loi, devant la justice. Et nous, parce que nous sommes humains, nous veillerons à ce qu'ils ne soient pas torturés, mais qu'ils répondent devant la loi. Nous veillerons à ce que leur intégrité physique soit respectée, parce que nous avons de la hauteur. Nous sommes des êtres supérieurs, nous ne sommes pas des animaux. Quand on mettra la main sur ces personnes-là, elles devront répondre devant la justice.
Et nous ferons tout, nous nous engageons à cela pour qu'elle ne soit pas torturée. Parce que nulle part dans le code pénal, nulle part dans la législation togolaise, on a demandé qu'on puisse torturer les gens. La torture est un acte imprescriptible. Et nous n'allons pas continuer à cautionner cela. Je fais ce témoignage vivant pour que les gens comprennent. Ce n'est pas une intelligence artificielle qui m'a torturé. J'ai cité des noms. Et j'ai pu le faire aujourd'hui, pas hier, parce que je voulais prendre le temps de constituer les avocats et qu'on puisse monter le dossier. Je cite les noms pour que ces personnes aussi se préparent davantage. Quand elles seront interpellées, si elles n'ont pas agi sous leur propre gouverne, elles seront obligées de citer elles-mêmes qui leur a donné l'ordre de le faire. Il ne m'appartient pas à moi de le faire. Moi, je défends la vérité et je me base sur les faits de ce que j'ai vécu pour pouvoir agir. C'est cela. C'est cela. Donc, il faut que je vous donne un autre détail qui est important pour que les citoyens que nous sommes, nous puissions prendre conscience que la dignité n'a pas de prix et qu'on ne peut pas accepter vendre notre honneur ou accepter mêler nos énergies